Les différents modes d'intervention à domicile. Effectivement, pour exercer votre activité en tant qu'ADVF, vous aurez 3 modes d'intervention différents. Le mode prestataire, le mode mandataire et l'emploi direct. Ces modes d'intervention se distinguent par la relation du particulier avec l'intervenant et par la réglementation applicable qui nécessite ou non un agrément. Pour commencer, le mode prestataire. Dans ce cas, le particulier bénéficiaire de services à domicile n'est pas employeur. Il achète une prestation de service à des associations ou entreprises agréées du département. Cette structure gère les emplois, donc le recrutement, le contrat de travail, le bulletin de salaire, les formations des employés, les absences des employés également, et se conforme aux conventions collectives. Vous, en tant qu'ADVF, vous êtes le salarié d'une association ou d'une entreprise. Le prestataire, donc l'entreprise ou l'association, respecte la convention collective et le droit du travail. Quant à la relation avec le prestataire, c'est lui qui est en charge d'être en relation avec le bénéficiaire et le salarié. Le particulier, lui, est assuré de la continuité du service en cas de congé ou d'arrêt maladie de l'intervenant. Et sur simple demande, la prestation n'est plus servie. En ce qui concerne la fiscalité et le mode de paiement, le particulier bénéficie d'une réduction ou d'un crédit d'impôt de 50% des sommes engagées auprès du prestataire. Le particulier peut utiliser le chèque emploi-service universel préfinancé qui permet le paiement de prestations fournies par une association. Il peut être financé en partie par un comité d'entreprise, une mutuelle, etc. Et le coût de la prestation s'en trouve réduit d'autant plus. Deuxième point, le mode mandataire. La structure de service à domicile va servir d'intermédiaire entre le particulier et le salarié qui travaillera à domicile. Dans ce cadre, le particulier est l'employeur de la personne et assume toutes les responsabilités liées à l'emploi. Ce service permet aux employeurs de bénéficier des avantages associés au statut du particulier employeur, donc un coût inférieur au tarif d'une prestation de service, une réduction des charges patronales de sécurité sociale pour les personnes de plus de 70 ans. Cela facilite la relation de travail avec le salarié du fait de l'accompagnement de la structure. Le fonctionnement administratif. La structure qui fait l'intermédiaire s'occupe de faciliter les démarches de l'employeur. Sur les aspects de recrutement, la structure proposera à l'employeur plusieurs salariés pouvant répondre à son besoin. L'employeur contractualisera alors avec le salarié choisi. Sur les aspects de gestion administrative de l'emploi, la structure réalise les bulletins de salaire et les déclarations URSSAF pour le compte de l'employeur. La structure le conseille sur les aspects d'ordre légal, comme respecter la convention collective, le droit du travail et les procédures de licenciement. Les avantages fiscaux. Ce service permet aux employeurs de bénéficier des avantages associés au statut du particulier employeur, donc un coût inférieur au tarif d'une prestation de service, une réduction des charges patronales de sécurité sociale pour les personnes de plus de 70 ans. Cela minimise les risques de conflit avec le salarié du fait de l'accompagnement de la structure. Cette modalité d'intervention permet à l'employeur, comme dans le cadre du mode prestataire, de l'emploi direct ou de la mise à disposition de personnel, de bénéficier de la réduction ou du crédit de 50% des sommes versées pour le salaire et les charges sociales. Maintenant, les obligations du particulier. L'employeur doit se conformer à la convention collective des salariés du particulier employeur. Vous pourrez la consulter sur le site en cliquant sur le lien ci-dessous. Il doit assumer les congés et les arrêts maladie de son employé, donc maintenir son salaire. Pour mettre fin à un CDI, il doit licencier l'employé et donc lui verser des indemnités de licenciement. En cas de décès de l'employeur, ce sont les héritiers qui doivent procéder au licenciement. En cas de manquement aux obligations d'employeur ou du salarié, le Conseil des prud'hommes peut être également saisi. Mais dans tous les cas, l'employeur peut demander conseil au service mandataire qui fait l'intermédiaire. Troisième point, le mode emploi direct. Les démarches administratives.
le futur employeur déclare son salarié et s'immatricule en tant que particulier employeur en contactant soit l'URSSAF, le Centre national du chèque emploi-service universel, appelé CESU, s'il rémunère son salarié en chèque emploi-service. Ou alors la page emploi s'il emploie une garde d'enfants ou une assistante maternelle. Vous pouvez consulter tous ces sites en cliquant sur les liens. L'employeur doit vérifier que son futur salarié possède un numéro de sécurité sociale. À défaut, il devra l'immatriculer et vérifier son identité. Pour un étranger non ressortissant de l'Union européenne, il devra demander une pièce d'identité d'état civil ou le titre de séjour donnant autorisation de travailler sur le sol français. En ce qui concerne l'embauche et le contrat de travail, l'employeur procède lui-même au recrutement et choisit le salarié qui lui convient le mieux. Un contrat de travail doit être établi entre l'employeur et le salarié, conformément aux conventions collectives nationales selon le métier qui sera exercé par le salarié. Exemple, soit assistant maternel ou salarié du particulier employeur. Le salarié acquiert des congés payés. Il est donc rémunéré pendant la prise de ses congés, sauf lorsque le salarié est rémunéré en CESU. Le salarié acquiert des congés payés. Il est rémunéré pendant la prise de ses congés, sauf lorsque le salarié est rémunéré en chèque emploi-service, appelé CESU, puisque le salaire horaire est alors majoré de 10% au titre des congés payés. Les règles applicables pour les autres types d'absence sont encadrées par des conventions collectives nationales. Le salaire est versé tous les mois. Le salaire horaire minimum est défini dans les conventions collectives nationales. Les cotisations patronales sont à payer directement à l'URSSAF via le CESU ou Page emploi dans certains des cas. Pour mettre fin à un CDI, le particulier employeur devra licencier son employé si cette rupture du contrat est à son initiative. Il y a des procédures spécifiques à respecter. L'employeur doit disposer d'une cause réelle et sérieuse de licenciement et éventuellement verser une indemnité de licenciement en fonction de l'ancienneté du salarié. Maintenant, la relation employeur-employé. Tout particulier qui souhaite recruter un assistant maternel ou un salarié à son domicile pour un emploi doit établir un contrat de travail avec son salarié. Le contrat de travail est le cadre de la relation de travail. Il permet une relation de confiance professionnelle. Dans le contrat de travail doivent figurer des mentions obligatoires liées à la réglementation applicable au métier exercé. Un modèle de contrat de travail se trouve en annexe de la convention collective applicable au métier exercé, par exemple, d'assistante maternelle ou de salarié du particulier employeur. Le mode de paiement spécifique qui est possible. Le particulier a la possibilité de rémunérer son salarié en chèque emploi-service universel, après accord de celui-ci. Ce chèque simplifie les formalités administratives et déclaratives du particulier employeur. Vous pourrez obtenir tous ces renseignements sur le site de cesu.fr. Les aides financières et la fiscalité. Quand le particulier emploie une garde d'enfants ou un assistant maternel, il peut bénéficier de la PAJE, prestation d'accueil du jeune enfant. C'est une aide financière prenant en charge une partie de la rémunération et des cotisations sociales de l'employé, selon les conditions de ressources et l'âge de l'enfant. Le particulier employeur âgé de 60 ans et plus peut bénéficier de l'APA, donc de l'allocation personnalisée pour l'autonomie. Cette allocation est destinée à financer les aides nécessaires pour les actes de la vie courante et son montant varie en fonction du degré de dépendance et des revenus du bénéficiaire. Le particulier employeur en situation de handicap peut bénéficier, lui, de la PCH, prestation de compensation du handicap. Le particulier bénéficie de 50% de réduction ou de crédit d'impôt sur les revenus, sur les sommes versées ou à titre de l'emploi d'un salarié à son domicile. Il bénéficie d'un allègement de charges patronales de sécurité sociale en tant que particulier employeur et d'exonération partielle ou totale en raison de son âge, de sa dépendance ou de son handicap. Les atouts. Une relation en binôme, gage de confiance où les deux parties se choisissent, l'employeur et le salarié. Le salarié acquiert des droits à la formation et peut suivre des modules de formation spécifiques à son emploi, comme assistant maternel, garde d'enfants à domicile
employée familiale ou assistante de vie. La mise à disposition du personnel par les associations intermédiaires. Souvent assimilé à la prestation de service, le principe de mise à disposition s'applique depuis 1991. C'est la loi du 31 décembre 1991. Elle s'applique au secteur des services à domicile au travers des associations d'insertion par l'activité économique, appelées IAE. Celles-ci fournissent non pas un service, mais le personnel pour le réaliser. Il s'agira le plus souvent d'interventions, par exemple de ménage, de repassage, d'entretien du jardin et de petits bricolages. En aucun cas, une intervention réalisée dans ce cadre ne peut être réalisée à domicile auprès de personnes dites dépendantes, comme les enfants de moins de 3 ans et les personnes de plus de 60 ans ou personnes handicapées. L'association d'insertion est employeur, mais l'autorité est placée sous la responsabilité du bénéficiaire du service lui-même. Les personnels mis à disposition dans ce cadre sont des personnes sans emploi qui rencontrent des difficultés sociales et ou professionnelles, durables ou passagères. Les personnes interviennent au domicile des particuliers à l'issue d'un temps de préparation à l'emploi et de formation dispensée par des associations. Ces personnels sont encadrés, accompagnés, suivis et soutenus tout le temps de leur parcours d'insertion dans cette association. 4e point, le CESU et Page Emploi. Donc le CESU, le chèque emploi service universel, permet de rémunérer la personne employée à domicile pour des activités de service à la personne et pour les employeurs de bénéficier d'un crédit d'impôt de 50% afin de les aider dans leurs dépenses. Il existe 2 formes de CESU. Le CESU déclaratif, lui, est réservé à la déclaration et à la rémunération d'un salarié employé en direct par un particulier. Le CESU préfinancé, lui, est un titre de paiement à montant prédéfini permettant de payer un organisme, comme une entreprise ou une association de services, à la personne ou un salarié employé en direct par le particulier. Il est financé en tout ou partie par une entreprise, une caisse de retraite ou une collectivité territoriale. La Page Emploi, elle, est le relais entre la caisse d'allocation familiale, CAF, l'URSSAF et les parents qui emploient une assistante maternelle agréée dans le cadre de la garde de leur enfant. Créée en 2004, après l'arrivée du dispositif de prestation d'accueil du jeune enfant, Page Emploi simplifie les démarches administratives et tous les calculs de rémunération qui incombent aux parents. Lorsqu'une demande de complément du libre choix de mode de garde, qui est l'une des allocations pour la prestation d'accueil du jeune enfant, est déposée à la caisse d'allocation familiale, celle-ci la communique directement à Page Emploi. Page Emploi délivre un numéro d'adhérent aux parents employeurs afin qu'ils puissent souscrire son espace personnel sur le site internet. Sur cet espace personnel, le parent employeur aura la possibilité de déclarer les salaires versés à l'assistante maternelle agréée, se verra calculer automatiquement le montant des cotisations sociales, le montant du complément du libre choix de mode de garde et le reliquat à verser par les parents. Sur cet espace personnel, chaque parent pourra retrouver son historique, mais aussi toutes les attestations nécessaires au format téléchargeable. Page Emploi délivre également une attestation de salaire à l'assistante maternelle agréée qui tient lieu de bulletin de salaire. Maintenant, les conventions collectives nationales. Le secteur des services à la personne est structuré en 3 branches professionnelles: les entreprises privées, les aides à domicile et les salariés du particulier employeur. Chacune de ces branches a une convention collective afin de couvrir l'ensemble de salariés du secteur en complément des dispositions du droit du travail. Premièrement, la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010. Celle-ci concerne le secteur associatif. Deuxième point, la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012. Celle-ci concerne les entreprises privées à but lucratif.
Et troisième point, la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Celle-ci concerne tous les employés des particuliers employeurs. Pour commencer, une convention collective contient les éléments suivants: le fonctionnement de la représentation syndicale au sein de la branche, la classification et la définition des emplois, de la rémunération et des diplômes, suivant les indices et les coefficients, le contrat de travail, la reprise de l'ancienneté lors de l'embauche, la santé au travail et les risques professionnels, les congés et la paternité ou la maternité, la durée et l'organisation du temps de travail, l'organisme paritaire agréé pour la formation, et enfin la prévoyance et la santé. Maintenant, nous allons découvrir plus en détail la Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010. La Convention collective nationale de branche, donc de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile, concerne les entreprises et organismes d'employeurs privés à but non lucratif, donc les associations, ayant pour activité d'assurer aux personnes physiques toute forme d'aide, de soins, d'accompagnement, de services et d'intervention à domicile ou de proximité. Elle s'applique sur le territoire national et dans les DOM. Attention, cette convention remplace les 3 conventions non étendues suivantes. Donc, la Convention des organismes de travailleuses familiales du 2 mars 1970, la Convention des associations d'aide à domicile en milieu rural du 6 mai 1970 et la Convention des organismes d'aide ou de maintien à domicile du 11 mai 1983. Elle concerne donc les règles de reclassement de l'accord de branche du 29 mars 2002, les œuvres sociales et culturelles, les modifications à la convention collective, les garanties sociales et de prévoyance, les fonds d'aide au paritarisme, la prévention de la pénibilité, le financement du dialogue social, les priorités de la formation continue, les préventions des risques psychosociaux, le régime complémentaire santé, le régime de prévoyance, le contrat de génération, les salaires et la valeur du point au 1er juillet 2014. Deuxième convention, la Convention collective nationale des entreprises des services à la personne. Cette convention couvre les salariés des structures prestataires des services à la personne. Elle définit les conditions de travail, la rémunération, les avantages sociaux et les droits et obligations des salariés et des employeurs. Les points clés de cette convention: une rémunération minimum fixée par des grilles salariales selon le niveau de qualification et l'expérience du salarié. Les conditions de travail, donc les réglementations des horaires, des pauses, des congés payés, etc. La formation professionnelle, donc qui donne accès à la formation continue pour développer les compétences des salariés. Et enfin, la protection sociale, qui est une couverture en matière de santé, de retraite et de prévoyance. Troisième convention, la Convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile. Votre employeur doit vous remettre un exemplaire de cette convention collective ou la tenir à disposition sur votre lieu de travail. Il doit également vous informer des évolutions mineures, comme celle du salaire minimum conventionnel, ou majeures, comme la signature de l'avenant sur la formation professionnelle. Toutefois, les évolutions de la convention collective ne sont pas applicables tant qu'elles ne sont pas étendues, c'est-à-dire publiées au journal officiel. Votre contrat et votre bulletin de salaire doivent mentionner les références de la convention collective. Où trouver la convention collective des employés à domicile? Eh bien, vous pourrez la consulter sur le site de Légifrance, nommé Convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile. Le contrat de travail. Il contient un certain nombre de mentions et précise notamment les horaires habituels d'intervention, le nombre de jours de garde par semaine, la durée de la période d'essai, le taux horaire, la rémunération du salarié,
les prestations en nature, les jours fériés travaillés, la base de calcul des cotisations et l'ensemble des droits et obligations de l'employeur et de son salarié. Votre employeur doit définir avec vous la durée de l'intervention ou la durée de garde du ou des enfants ainsi que les horaires de travail. Les horaires de garde seront nécessaires pour le calcul de la rémunération. Pour un salarié déclaré à temps plein, la durée conventionnelle du travail effectif est de 40 heures hebdomadaires. Les heures supplémentaires sont celles effectivement travaillées au-delà de l'horaire hebdomadaire de 40 heures chez un même employeur. Petit point important, vous ne pourrez pas dépasser 48 heures de travail par semaine. La rémunération. La convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile prévoit des niveaux de salaire minima fixés en fonction de l'ancienneté et du niveau de qualification du salarié. Votre employeur ne peut pas vous rémunérer en dessous du SMIC horaire en vigueur et en dessous du salaire horaire minimum conventionnel, sauf en cas d'abattement légal particulier. Pour les horaires réguliers, à temps complet ou à temps partiel, le salaire est mensualisé. Pour les horaires irréguliers, le salaire est calculé à partir du salaire horaire brut en fonction du nombre d'heures de travail effectif décompté dans le mois. Et maintenant, les congés payés. En tant qu'employé ou garde d'enfants à domicile, vous avez le droit à 2 jours et demi ouvrables de congés payés à l'issue de chaque mois de travail ou de chaque période de référence, entre le 1er juin et le 31 mai de l'année suivante. En cas de garde partagée, la date des congés payés est fixée par les 2 employeurs d'un commun accord, de telle sorte que la garde d'enfants à domicile bénéficie d'un congé légal réel. En cas de garde partagée, chaque famille rémunère des heures effectuées à son domicile, selon les modalités définies au contrat de travail. Pour finir, l'accord de prévoyance. Cet accord prévoit pour les salariés du particulier employeur et sous certaines conditions une garantie complémentaire en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité. Pour le parent employeur, il prévoit une simplification des formalités. Ce chapitre clôt ce cours. Merci de l'avoir suivi.